nous avons fait, nous, en Algérie. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Vous avez dû remarquer que de plus en plus, on utilise la Shoah, le nazisme, comme étant finalement des référents qu'on utilise pour un oui, pour un non. Israël sont des nazis, les coloniaux français sont les pères fondateurs du nazisme, etc. Donc ça veut dire que si on regarde bien, il n'y a plus beaucoup de différence entre la Shoah et l'ensemble des massacres qui ont été perpétrés de par le monde depuis toujours. Alors que on sait très bien, nous qui connaissons un minimum l'histoire, que le nazisme a une spécificité. C'est l'institutionnalisation du nettoyage ethnique. Comment est-ce qu'ils ont mis en place des systèmes pour réussir à faire le plus grand nombre de victimes possible. C'était ça la logique nazie. Et malgré tout, il y a des gens qui veulent nous faire croire que ce qui se passe à Gaza, c'est aussi du nazisme. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que ce sont des gens qui essayent d'enlever la spécificité du nazisme. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, pour bien comprendre le déspécifisationnisme, il faut déjà partir du principe que, effectivement, on tient des discours qui sont aussi parfois des mises en scène rhétoriques, où on veut faire passer des idées à certaines personnes. C'est ce que j'appelle des entrepreneurs paradigmatiques, des gens qui ont cette capacité d'entreprendre et de mettre en place des paradigmes d'idées, des ensembles d'idées qui vont s'insérer dans la société, pénétrer dans la société, et puis on va se retrouver à réutiliser ces idées-là, à les alimenter, à les réorienter. Et donc ces entrepreneurs paradigmatiques sont des gens de médias, ce sont des politiques, des philosophes, ce sont aussi des grandes institutions, Amnesty International, l'ONU. Rappelez-vous, après le 7 octobre, qu'est-ce qu'a dit l'ONU? L'ONU a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'était dans un contexte. Pourtant, on ne peut pas considérer que de violer des femmes innocentes, de prendre des enfants, de les étrangler à main nue, c'est un contexte. Il n'y a pas de contexte à Gaza de cette manière-là. Le seul contexte de Gaza, c'était finalement qu'Israël était sorti de Gaza en 2005 et qu'ils avaient effectivement tenu un blocus qu'ils estimaient nécessaire, et quand on voit ce qui se passe depuis avec cette volonté de détruire Israël avec les missiles qui viennent d'Iran et des Houthis, etc., on voit que ce blocus était nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le conflit israélo-palestinien maintenant, je vais vraiment rester sur le déspécifisationnisme. Mais c'est pour vous dire que vous voyez bien qu'il y a ces entrepreneurs paradigmatiques, des gens qui veulent lancer des idées, et puis ça fait des petits. Ça donne en fait du relais à ceux qui ont un peu moins de force, mais qui peuvent aussi jouer leur rôle. Par exemple, Rima Hassan, un an plus tard après ce qu'a dit l'ONU, est maintenant capable de dire que le Hamas est légitime. Je n'avais déjà parlé dans une vidéo, mais c'est pour vous montrer que les discours, ils ont cette complexité-là d'être tenus par des gens qui ont des intérêts stratégiques, et on ne peut pas croire, comme le dit ici Michel Onfray, que simplement c'est leur conception de l'histoire. Mais Apathy nous donne des leçons d'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Mais en fait, c'est lui qui ne connaît pas l'histoire, avec cette façon de laisser croire qu'il est capable de donner des leçons d'histoire tous les soirs, sur tous les sujets, quelles que soient les questions ou les questionnements. Alors tout le monde n'est pas stratège, tout le monde n'est pas manipulateur, on ne va pas entrer non plus dans une parano. Il y a aussi des gens qui subissent leur environnement social. Mais l'environnement social dans lequel ils baignent, c'est celui dans lequel transitent les paradigmes qui sont déjà en place. Par exemple, vous avez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a pour conseiller des gens plus ou moins bien, qui sont assez proches peut-être même des frères musulmans, etc. Donc eux, ces influenceurs-là qui sont sur Emmanuel Macron, ils essayent vraiment de lui faire passer un maximum d'idées. Et puis ce qui se passe, c'est que quand Emmanuel Macron va rencontrer des rescapés de la Shoah pour le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, on se retrouve dans une situation où il va leur faire la leçon sur ce que c'est que le nazisme. Écoutez bien, il lui pose une question. Ils lui disent, Monsieur le Président, pour quelle raison est-ce que des Juifs ont été tués de la sorte lors de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi est-ce qu'ils ont été exterminés? Sa réponse ne répond pas à pourquoi. Il n'a pas dit parce que les gens les détestent ou alors les nazis avaient une haine ontologique contre les juifs, ils voulaient vraiment les exterminer, ce qui est une réponse assez banale mais qui est assez logique. Non, il a répondu, c'est ce qui se passe quand on déshumanise l'autre. Quand la haine se déshumanise et quand on déshumanise l'autre, alors tout est possible. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un virus, c'est-à-dire quand on commence à déshumaniser l'autre, quelles que soient les motivations,
on crée les conditions de la possibilité de sa destruction et de la plus grande barbarie. C'est fou. Moi, ça me sonne comme une petite leçon de morale qu'on est en train de faire aux Juifs qui sont en train vraiment de déshumaniser les Gazaouis. Et là où j'ai vraiment encore un élément qui me permet d'être dans ce sens-là, vous voyez qu'ici, il nous parle de virus. Il parle de virus et il est en train de dire à une dame qui est sortie, qui a vu les camps de concentration, qui a vu l'horreur, il est en train de lui dire « c'est toi maintenant la nouvelle nazie ». Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu viens dire ça à cette femme-là? C'est absolument abject de dire ça, mais en fait, il le dit pas d'un point de vue stratégique, parce qu'il n'a rien à faire passer comme message à ces gens-là. Il n'y a pas d'enjeu, il n'est pas face à un média, il n'est pas à la télé. Donc, ici, on voit bien que tous les discours ne sont pas non plus stratégiques. Il faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Il faut savoir qu'il y a cette idéologie déspécivisationniste et que ça crée une sorte de coercition sur notre cognition, d'accord? Donc sur nos idées. Et puis, parfois, on arrive à faire le tri quand on est sous une forme de coercition. Des fois, on fait le tri ou des fois, on ne le fait pas. Et lui ne l'a pas fait. Et donc, il est rentré dans ce paradigme-là. Voilà, alors quel intérêt sous-jacent de ces gens-là? Le mieux pour le savoir, c'est de les écouter. On a le droit de critiquer la médiatisation et l'industrialisation de l'Holocauste, comme l'appelle parfaitement Norman Finkelstein. Mais ils commencent à se réveiller, les gens. La Shoah, la Shoah, la Shoah, la Shoah. Quand on en parle, tout le monde est terrorisé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous croyez que ça va durer longtemps, franchement, tout ça? Donc tout ça, c'est tout le discours diodoniste, c'est que Israël, c'est un grand lobby qui fait pression pour obtenir des intérêts particuliers. Et puis, c'est grâce à la Shoah, finalement, qu'ils ont réussi à obtenir de l'ONU la création d'un État. Et c'est l'ONU qui a créé l'État d'Israël. Rappelez-vous cette déclaration de Macron. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Donc voilà, c'est un concept sociologique assez intéressant en ce moment, de bien avoir à l'esprit qu'il y a des courants sociaux qui veulent déspécifier la Shoah et la banaliser pour pouvoir essayer de porter atteinte à Israël, et surtout parce qu'ils ont une vision très simplifiée du conflit israélo-palestinien, et ils considèrent que s'ils arrivent à faire passer la misère de Gaza dans quelque chose qui s'apparente à la Shoah, ils auront tout gagné. Malheureusement pour eux, c'est pas si simple. Il faut regarder les choses dans leur spécificité. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était extrêmement particulier. On n'a pas vu de Gazaouis mis dans des fours de chambre à gaz. On n'a pas vu des gens mis à nu en disant toi tu vas aller travailler, toi tu vas mourir. Et ça explique aussi pourquoi l'ONU a lancé ces paradigmes-là à travers le génocide, la famine, qui étaient simplement des simples risques et qu'ils ont réussi à transformer et à les pénaliser pour pouvoir dire que Israël est capable aujourd'hui de commettre des crimes contre l'humanité. Ça permet aussi d'oublier, de faire oublier le 7 octobre en disant regardez, il y a là-bas des crimes contre l'humanité, vous allez bien oublier aussi ceux qui ont été commis le 7 octobre. Non, on va rien oublier du tout. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était clairement un génocide. Tout le sud d'Israël était atteint. Les terroristes étaient rentrés dans des maisons partout dans le sud d'Israël. Ils avaient pris place. Il a fallu que l'armée encercle tout le sud d'Israël. Sinon, ils allaient grignoter. Grignoter, c'était leur projet. Ils ont réussi à faire 1200 morts. Mais pour 3000 terroristes qui sortent, ça fait quoi? Ça fait un terroriste pour un tiers de personnes. C'est vraiment un ratio nul. Ce sont des gens qui ont rien avec eux. Ce sont des pauvres types. Bon, allez, mon millénaire. Voilà, merci d'avoir passé ce moment ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez vos commentaires et partagez si vous désirez. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.